Donc moi, je m'appelle Gauthier, je suis agent à l'ONF. Donc sur la forêt, on est 6 agents. La forêt fait un peu plus de 9000 hectares. Elle fait 9135 hectares exactement. Où on a la chance sur cette forêt d'avoir une belle population de cervidés. Où on va pouvoir écouter le brame ce soir. Donc voilà. Donc nous, l'ONF, on est là pour différentes missions. Je vais vous expliquer un petit peu notre métier. On est là pour différentes missions. On est là donc pour tout ce qui est exploitation du bois, gestion de la forêt globale. Donc ça veut dire que chaque agent a son triage respectif. On est 6 sur la forêt et chaque agent dans son triage respectif s'occupe de tout ce qui touche à la forêt. Donc ce soit le martelage, c'est-à-dire la désignation des bois pour ce qu'on va exploiter, ce soit les comptages des animaux, les comptages ICOL, les indices kilométriques, etc. La chasse, les missions de police, et voilà, tout ce qui touche à la forêt. Bref, précis, je ne vais pas m'étaler plus que ça. De manière, si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à nous interrompre. L'idée c'est que ce soit interactif pour vous comme pour nous. Donc moi, je m'appelle Eric Bonnet, je suis président de l'association Objectif Normal, qui est une association en fait, de photographes naturalistes amateurs, on va dire, qui opèrent sur le massif de Normal. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, on est un très bel espace de nature ici en forêt normale avec une biodiversité très importante, et notamment effectivement marquée par la présence du cerf-élaf dans le bestiaire normal. Là, je vais vous parler un petit peu du historique de l'espèce sur le massif. Savoir que le cerf, c'est un animal parmi toutes les espèces qu'on peut retrouver en forêt normale. C'est l'espèce, on va dire, emblématique. C'est le plus grand animal sauvage de France, c'est le plus grand animal sauvage qu'on a aussi sur Normal. Mais on a beaucoup d'autres espèces, parfois même plus remarquables encore, notamment la cigogne noire. Je ne sais pas si vous connaissez cet oiseau-là. Vous connaissez, je pense, la cigogne blanche, qu'on retrouve notamment sur les cartes postales en Alsace. La cigogne noire, c'est un des oiseaux emblématiques du massif. Il n'y a que 70 à 80 nicheurs en France, et on a la chance d'avoir cette espèce sur le massif de Normal. C'est vraiment un oiseau forestier, et donc, pour lequel l'ONF effectue une mission sur le plan national de gestion, voilà, de bagages et de suivi des nids. Il y a également d'autres espèces remarquables, notamment nos chauves-souris. On a également des amphibiens également. Donc voilà, tout ça pour vous dire que rapidement, effectivement, quand on pense à la forêt, on pense beaucoup aux grands animaux, mais la biodiversité, c'est aussi ce qu'on voit moins, et ce qui est parfois moins visible au premier abord. Alors, à savoir que pour revenir à notre ami le grand boisé, donc en forêt normale, le cerf a été réintroduit, puisqu'il avait totalement disparu à l'issue à la fin du Premier Empire, à l'issue de la Révolution française notamment, puisqu'en 1789 il y avait l'abolition des privilèges, et la chasse, notamment la chasse au cerf, qui était un privilège de noble, est devenu, on va dire, un droit pour tout à chacun. Et à l'époque, les conditions d'alimentation de la population étaient tout autres que celles qu'elles sont aujourd'hui. Et donc par conséquent, les gens sont allés se servir là où c'était plus simple. Et c'est pour ça que dans la plupart des forêts françaises, on a constaté une chute vertigineuse effective de grands animaux à l'occasion de à la suite de la Révolution française. Et donc en forêt normale, selon les écrits, le cerf aurait disparu aux alentours des années 1815-1820, et il ne sera réintroduit qu'en 1959, à l'occasion en fait d'un double lâcher qui a eu lieu également en forêt de Saint-Amand, du côté de Valenciennes. Je ne sais pas s'il y a des personnes originaires de ces secteurs. Voilà. Alors, il faut savoir que la forêt de Saint-Amand, donc, elle est presque 2 fois plus petite que la forêt normale, et pourtant le cerf a été également réintroduit là-bas, mais il a aujourd'hui disparu. Alors, pour diverses raisons, il y a eu beaucoup de braconnage, il y a eu des problèmes, on va dire, de surfréquentation du massif. C'est dans le bassin de population de Valenciennes, donc il y a beaucoup plus de personnes qui fréquentent la forêt, et le cerf était sans doute beaucoup plus soumis du dérangement. Et puis il y a également l'autoroute qui relie Valenciennes à Lille, qui cloisonne complètement le massif. Et le cerf qui a besoin de grands espaces, de grands massifs forestiers, ne s'y est pas acclimaté, il a fini par disparaître. En forêt normale, par contre, l'espèce s'est acclimatée, et aujourd'hui encore, la population de cerfs du massif de Normal, c'est la seule que vous pouvez rencontrer dans le Nord et le Pas-de-Calais.
on est sur la seule population du département du Nord et le cerf est absent du département du Pas-de-Calais. C'est quelque chose que je ne sais pas toujours. À l'échelle de la région de France, par contre, le cerf est un petit peu plus... la nouvelle région de France, on va dire. Le cerf est plus présent puisqu'on a récupéré les forêts de Picarde, où on a de grosses populations, on va dire, sur notamment le sud du département de l'Oise, des forêts de Compiègne, d'Alade, d'Hermenonville, Chantilly, les forêts également du sud du département de l'Aisne, Villers-Cotterêts, Saint-Gobain, également. On a des populations de cerfs assez importantes. Mais effectivement, dans la partie nord et Pas-de-Calais, il n'y a que sur le massif de Mormal où on peut trouver le cerf. Et la particularité aussi du massif de Mormal pour la population, c'est que c'est un massif qui est complètement, on va dire, isolé des autres massifs forestiers. On n'a pas de corridor écologique qui le relie à d'autres forêts où il pourrait y avoir du brassage de population. Donc la population de cerfs de Mormal, on va dire, fonctionne un petit peu en vase clos, on peut dire. À partir d'un pool d'animaux, voilà un petit peu pour les espèces. Donc on va dire s'intéresser plus particulièrement à la période où nous vivons en ce moment, la période du brame. Le brame du cerf, c'est ce qu'on appelle à la fois, c'est comme ça qu'on appelle à la fois le cri que pousse le mâle à cette saison, et c'est à la fois le nom de la période de reproduction. Donc qu'est-ce qui se passe, on va dire en ce moment, c'est que les cervidés sont des animaux très discrets la plupart du temps, et les mâles encore plus. La plupart le reste de l'année, on les voit très très peu. Et quand vient un petit peu la fin de l'été, le début de l'automne, sous l'effet de modification de cycles hormonaux, les mâles vont devenir un petit peu plus agressifs entre eux, parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, on a les hardes de biche d'un côté et les hardes de mâles de l'autre. Et quand vient la période de reproduction, les mâles rejoignent les femelles. Et donc, les cerfs qui sont des animaux grégaires, en tout cas les mâles, vont se séparer à l'approche du brame pour rejoindre l'herbe de femelle et s'accaparer un lot de biche. Et donc, le brame, en fait, est un cri qui sert non pas à séduire la biche comme on entend parfois, mais simplement à défier et à intimider les rivaux. C'est un stade de gradation, on va dire, dans l'agressivité, qui sert à dire voilà, je suis plus fort, si tu t'approches de trop, gare à toi, grosso modo. Donc les cerfs qui en fait n'ont pas de concurrence ne brament pas ou très peu. En fait. C'est vraiment une attitude on va dire de défi, de déstabilisation de l'adversaire. Donc à cette époque-ci, si vous voulez, les biches vont commencer à rentrer en chaleur. C'est lié également notamment au raccourcissement des jours, au raccourcissement ce qu'on appelle la photopériode, c'est-à-dire la durée pendant laquelle on a de la lumière dans la journée en fait. Les biches vont commencer à rentrer petit à petit en ovulation au cours du mois de septembre, et donc les cerfs vont venir pour se reproduire. Donc c'est une période qui est très très intense pour les animaux. Alors pourquoi? Parce que le cerf, en période de brame, il arrête pour ainsi dire de s'alimenter. Toute son attention, elle est concentrée sur les biches, et je vous expliquerai après pourquoi. Il se repose le moins possible, et donc il va avoir des dépenses énergétiques très importantes, à tel point qu'à la fin de la période de reproduction, on estime que les plus grands cerfs peuvent avoir perdu environ 20% de leur masse corporelle de départ. Donc il faut savoir qu'un grand mâle adulte, on va dire au début du brame, il pèse environ 200 kg. Donc vous imaginez qu'à la fin du brame, il va avoir perdu presque 40. C'est quand même considérable pour un animal de cette taille. Donc la période du brame, elle s'étend de quand à quand? Alors ça dépend des secteurs. On va dire dans les régions montagneuses, le brame commence un petit peu plus tard qu'en plaine. Mais donc ici en forêt normale, on va dire que les premiers airs, on va les entendre vers la fin du mois d'août, vers le 29, 30, 31 août. Quelques cerfs vont commencer à donner de la voix pendant la nuit. Puis l'activité va progressivement monter jusqu'à atteindre un pic en ce moment vers la fin du mois de septembre. Et puis petit à petit, ça va commencer à redescendre durant les premiers jours d'octobre pour s'éteindre, on va dire, vers le 15 octobre à peu près. On va dire en ce moment que l'activité est la plus intense pour les animaux. Et c'est également en lien avec le cycle lunaire. Les femelles, notamment, ont un cycle souvent ovarien qui est calqué sur les phases de pleine lune. Donc on a eu une phase de pleine lune cette semaine, et justement les nuits ont été très actives au niveau de l'activité des mâles, puisque les femelles rentraient en chaleur à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui se passe, on va dire concrètement au moment du brame? Je vous l'ai dit, les biches en fait sont, on va dire,
ont un cycle, un peu comme vous, mesdames, un cycle de 24 jours, qui fait qu'en fait, aux alentours de la moitié du cycle, elles vont rentrer en chaleur. Les cerfs, eux, ont entre 24 et 48 heures pour féconder une biche qui rentre en chaleur. Sinon, elles repartent sur un cycle de 24 jours. Donc, c'est pour ça que toute leur attention est calquée en fait, sur l'activité des biches, parce que, il faut, on va dire, pour le dire crûment, il ne faut pas rater le coup. Et donc, je vous ai dit, la première attitude de défi pour les cerfs, pour on va dire, se montrer le plus fort et le plus vaillant par rapport aux concurrents, c'est le brame. Si ça ne suffit pas, les animaux ils vont se retrouver face à face, les deux cerfs, et vont se mettre à marcher ensemble le long d'une ligne parallèle. Donc ils vont faire ce qu'on appelle une marche parallèle. Et donc c'est assez impressionnant à voir. Vous avez deux animaux qui marchent côte à côte, un petit peu en train de se regarder pour voir un petit peu les forces de l'adversaire. Ça évite qu'on ait un combat, un affrontement physique entre deux animaux qui ne seraient pas de taille et de stature équivalente. Parce que la nature est bien faite, et vous imaginez bien que quand vous portez ça sur la tête, la personne en face elle a intérêt d'être suffisamment costaud pour pouvoir réceptionner. Et donc, au moment du brame, les cerfs ne vont pas chercher l'affrontement physique. Loin de là, ça va être vraiment la dernière extrémité. C'est pour ça que, à la fin de la marche parallèle, la plupart du temps, les animaux se séparent parce qu'il y a un des animaux, un des cerfs qui se rend compte qu'il n'est pas de taille à faire face au gaillard d'en face. Pour faire simple, c'est comme si vous aviez un combat entre un poids lourd et un poids moyen. Évidemment, le poids moyen préférer voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc, si par contre, à la fin de la marche parallèle, vous avez deux animaux qui se rendent compte qu'ils sont de taille à s'affronter, là, il va y avoir un combat. Et là, ça peut être très très impressionnant parce que vous allez avoir les deux cerfs qui vont se retrouver face à face, qui vont baisser la tête et entrechoquer leur âme. Donc là, on entend souvent le claquement sourd des bois qui s'entremêlent, qui viennent taper l'un contre l'autre. Donc là, l'objectif des deux animaux à ce moment-là, c'est pas forcément de se blesser, c'est de déstabiliser l'adversaire et de le déséquilibrer, de sorte à pouvoir le chasser. Et donc c'est très très impressionnant à voir parce qu'on voit que les deux animaux sont arc-boutés sur leurs cuisses et poussent de toute leur force avec leur cou pour venir repousser l'adversaire. Et après, vu la puissance qui est dégagée par ces animaux-là, les risques de blessure par contre sont assez importants, et d'autant plus quand vous voyez la puissance des andouillés que porte la ramure d'un cerf. Donc les pointes qu'on appelle andouillés au corps peuvent être, comme vous voyez sur celui-ci, particulièrement impressionnantes. Et donc les risques de blessure, que ce soit des yeux crevés, des diverses perforations, sont assez importants. Et parfois, malheureusement, on peut arriver à une extrémité où l'un des deux, voire les deux cerfs, finissent par en périr. Et c'est ce qui est arrivé à cet animal-là. Donc vous voyez quand même que c'est pas un petit bonhomme. Et malheureusement, il a été tué par plus fort que lui. Il avait été retrouvé mort dans une parcelle le lendemain matin et il avait été en fait perforé au niveau de l'abdomen. Malheureusement, sans doute une hémorragie interne après avoir été sans doute mis à terre et le cerf en face qui est venu l'embaucher. Donc ça vous montre pourquoi en fait, la nature a mis en place toute une série de gradations dans la montée en puissance de l'affrontement physique pour justement éviter que deux animaux en viennent à cette extrémité-là qui pourrait être fatale à l'un des deux. Toutefois, c'est quand même assez rare, on n'en trouve pas tout le temps, heureusement, mais ça peut arriver quand même assez régulièrement qu'on puisse retrouver des animaux blessés et parfois jusqu'à cette extrémité. Donc ensuite, au moment pour revenir on va dire, au fonctionnement général de ce qui se passe au moment du brame, c'est que vous avez souvent deux classes de cerfs que vous pouvez observer, c'est ce qu'on appelle les maîtres de place et les cerfs satellites. Les maîtres de place, ce sont les grands cerfs, vraiment les grands animaux qui vont avoir la puissance et la carrure physique pour venir défendre un harem de femelles. Les cerfs ne sont pas des animaux territoriaux, à la différence des chevreuils par exemple, dont les mâles, qu'on appelle brocards, vont défendre toute l'année un territoire sur lequel on va retrouver plusieurs femelles. Les cerfs, eux, ne sont pas territoriaux, tout ce qui leur importe, c'est leur harem de femelles, c'est pouvoir se reproduire au maximum pour transmettre ces gènes. Au moment de la reproduction, de ce fait, les maîtres de place vont s'accaparer un harem de biches et ils vont jalousement les garder pour eux, pour justement ce fameux moment où ils vont rentrer en chaleur et pouvoir très vite les féconder. Tous les cerfs ne peuvent pas être maîtres de place puisque ça demande une dépense
ça demande une force considérable et surtout une résistance physique importante, puisqu'il faut bramer, il faut rassembler les biches, il faut savoir repousser les concurrents. Et donc tous les animaux n'ont pas cette stature physique pour pouvoir être ce qu'on appelle un maître de place. Et donc autour des cerfs maîtres de place, on a des cerfs dits satellites. Alors par exemple, ça pourrait très bien être ce genre de cerf-là. Ce sont souvent des animaux un petit peu plus petits, un peu plus jeunes, généralement, qui eux ne sont pas suffisamment costauds pour tenir la dragée face à ces messieurs-là. Et donc eux, leur rôle va être de profiter d'un moment d'inattention du grand patron pour venir lui subtiliser une biche, l'entraîner à couvert et je ne veux pas le dessin de ce qui se passe après. Leur rôle à ces cerfs-là est très important au moment du brame, pour la simple et bonne raison qu'en fait, le brassage génétique dans la population est assuré par le fait qu'il y a beaucoup de cerfs qui puissent participer à la reproduction et transmettre leur gènes. Si vous avez que des grands mâles, que quelques grands mâles surmassifs qui s'occupent des femelles, vous allez avoir beaucoup de fans qui vont avoir le même père et vous risquez d'avoir petit à petit un affaiblissement de la population, un affaiblissement génétique. Grâce à ces cerfs satellites qui vont venir tourner autour des grands dominants et qui vont de temps à autre réussir à transmettre leur patrimoine génétique, on va avoir un brassage qui va être beaucoup plus important. Et donc, en fin de brame, souvent, quand les grands seigneurs sont un petit peu affaiblis, eh bien, on peut avoir un cerf satellite qui prend la place du grand patron pour s'occuper des dernières dames à couvrir, si je puis dire. Donc voilà un petit peu le cycle immuable du brame de ce côté-là. Donc, une fois que les femelles sont fécondées, eh bien, le faon naîtra donc 1 an plus tard, enfin généralement 8 mois plus tard, autour du mois de mai et du mois de juin. C'est là qu'on va avoir la période des naissances. Durant les premiers jours de sa vie, le faon il est incapable de suivre sa mère, donc elle va le laisser sur place. C'est pour ça que je pense qu'on vous l'a tous déjà dit, quand vous trouvez un faon, si vous avez la chance de trouver un faon en forêt couchée, surtout ne jamais le toucher, parce que sa mère n'est pas loin, en fait, surtout quand vous observe. C'est juste que le petit n'est pas suffisamment fort et résistant pour pouvoir la suivre. Donc c'est très important de le laisser sur place et puis de profiter du spectacle à distance. Au moment du brame, ce qui est très important, c'est de respecter la quiétude des animaux, parce que il est évident que, comme je vous l'ai dit, ils sont soumis à d'intenses dépenses, on va dire, d'énergie, surtout les mâles, pour assurer leur descendance. Mais en plus, ça peut être dangereux à la fois pour le public, parce qu'il est évident que quand vous avez des animaux comme ça qui se baladent, c'est pas neutre. Il y a toujours un risque d'avoir un cerf qui peut être agressif et peut charger. C'est très rare, ça ne m'est jamais arrivé et je pense que le petit non plus. Mais c'est pas impossible. Vous avez un animal qui est gorgé à la testostérone, qui pèse 200 kg. Même les plus costauds d'entre nous ne font pas le poids. Ça des bestioles pareil. Et surtout, il y a des risques aussi, par exemple, d'être percuté par un animal en fuite. Ça peut très bien arriver. Quand vous avez deux cerfs qui se battent, qu'à la fin, le perdant se fait poursuivre par le gagnant, on peut tout à fait avoir un animal qui en fuite emporte tout avec lui. Et si on est sur ce qu'on appelle la coulée, c'est-à-dire le chemin de passage, ça peut très vite être dangereux. Et ce qui est très important aussi, pourquoi il est important de respecter la quiétude des animaux en cette saison, c'est que, comme je l'ai dit, la biche n'est en chaleur que 24 à 48 heures par cycle. Donc c'est un instant très court. Et si on vient déranger, on va dire, la harde avec le cerf coiffé qui tient, en fait, dire ses femelles, et qu'on vient les séparer d'une manière ou d'une autre, eh bien, il est possible que la biche ne puisse pas être saillie à temps et qu'elle reparte sur un cycle donc, de 24 jours, ce qui fait qu'elle sera fécondée par exemple au mois d'octobre, ou même plus tard parfois, au mois de novembre. Et ça veut dire que les animaux vont devoir à nouveau dépenser de l'énergie alors qu'approche l'hiver pour se reproduire, et le faon qui naîtra l'année d'après, eh bien, il naîtra avec un mois de retard sur tous les autres, donc il sera plus faible à l'approche de l'hiver. C'est pour ça que c'est très important qu'un maximum de femelles soient fécondées à cette saison-ci, durant surtout le mois de septembre. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on pouvait dire sur le brame. Voilà, est-ce que vous avez continuer à se régénérer. Donc on est obligé de mettre un plan de chasse en place. Donc ce plan de chasse est mis en place en fonction de différentes statistiques qu'on fait au cours de l'année. Donc on fait des comptages, des indices kilométriques. Donc on a des circuits qui sont définis tous les ans. On fait exactement le même circuit plusieurs fois dans l'année, 3 fois le matin, 3 fois le soir chaque circuit.
et ce qui nous permet de retenir un animal au kilomètre. Donc ça nous permet de réaliser des statistiques et on voit à peu près avec ça l'évolution de la population. On fait également des fardages de nuit, toujours en raccord avec l'association, on essaie de travailler tous ensemble. Ce qui nous permet là par contre de faire un comptage plus précis au nombre, on remène toujours au kilomètre, mais où là on compte les animaux avec nos phares la nuit, ce qui nous permet de voir l'activité plutôt de nuit que les indices kilométriques qui concernent également le chevreuil, mais on en profite pour également les cervidés. Ceux-là sont faits le matin et le soir. Voilà, donc tout ça pour dire, oui, il faut qu'on garde un équilibre en forêt. Le cerf, comme Eric l'a dit, ça mange 15 à 20 kg végétaux par jour et c'est un animal gourmand. Il ne va pas s'attaquer à un plan et le finir jusqu'au bout. Il va venir manger le bourgeon terminal, puis passer au suivant et piquer un petit peu partout. Comme on sait, c'est la dernière pousse la plus fraîche qui est la plus tendre et la plus appétante. Donc du coup, on a été obligé, pour différentes raisons, et notamment ce qui concerne le changement d'essence, donc on n'est plus sur le chêne Longclé, on passe sur le chêne Cécile, qui a une certaine élasticité et une certaine résistance à la sécheresse, qui nous concerne depuis quelques années, à l'exception de cet été, mais voilà, qui sera plus adapté au futur pour notre forêt. Donc on est obligé de planter, on n'a pas de semencier. Donc pour pérenniser l'avenir de notre forêt, on est obligé d'installer des grillages. Voilà, pour le cervidé. L'objectif à la fin, c'est d'essayer de trouver un équilibre qui nous permettrait de ne pas griller, de pouvoir planter, donc que le cerf vienne manger. C'est normal, il faut qu'il se nourrisse, mais pas trop. Tout est une question d'équilibre. La difficulté aussi, c'est que les cerfs n'ont pas des corps, ils ont des bois. Ce sont des structures caduques qui tombent tous les ans. Donc effectivement, c'est de l'os, c'est pas de la corne. Et la particularité donc, des cervidés, c'est que pour chaque espèce, une allure de bois qui est spécifique. Donc là, vous avez le bois de cerf, on va dire, qui tombe tous les ans, qui va repousser plus ou moins à l'identique. À savoir que le nombre de pointes qu'on voit sur les bois d'un cerf n'est pas révélateur de son âge. On a toujours tendance à le penser parfois, mais pas du tout. Pour avoir des animaux, par exemple, typiquement le cerf tout en bas à droite, celui dans les fougères, c'est un cerf qui porte tous les ans le même nombre d'andouillets. À chaque fois, il a 10 pointes, 10 corps. C'est un animal qui se appelle un 10 corps perpétuel. Tous les ans, même s'il perd ses bois, il va avoir à chaque fois le même nombre d'andouillets. Donc voilà pour le bois de cerf. Là, c'est un bois que j'ai parlé tout à l'heure, le chevreuil. Vous voyez un petit peu la différence. On ne boxe pas dans la même catégorie. C'est vrai que parfois on a tendance, des fois des gens qui me disent j'ai vu une biche chez moi, etc. Donc la biche c'est la femelle du cerf, donc c'est des mâles de grande taille. Souvent la plupart du temps ce qu'on voit près de chez soi ou dans les champs c'est le chevreuil en fait. Donc, le chevreuil c'est 90 cm au carreau, maximum 30 kg. Ça c'est 150, 200 kg, même pour une femelle, une biche ça peut atteindre 100 kg sans problème. C'est quand même des animaux très puissants, très gros. Et puis donc effectivement, là on a une paire de bois d'un animal qui n'est pas présent sur le massif de Mormal et qui n'est pas présent à l'état naturel en France, c'est le daim en fait. Il faut savoir que le daim, il a été introduit en Europe dès l'Antiquité pour l'ornement, parce que c'est un animal qui s'élève très bien en captivité, qui est plutôt docile. Donc le mâle en fait, lui, il a des bois particuliers puisqu'ils sont effectivement palmés. Donc contrairement au cervidé, contrairement au chevreuil et au cerf. Donc le daim pas présent sur le massif de Mormal, mais malgré tout. C'est intéressant de vous montrer un petit peu la différence d'allure. Le daim qui est beaucoup jeté, vous savez tous. Ah ben là j'ai